Bonjour tout le monde, je vais faire une présentation aujourd'hui sur le fait de faire de l'IA avec peu de données. Donc, je suis Christian Gagné, je suis professeur à l'Université Laval, chez Canada CIFAR, comme on a dit. Et donc, entrer vite directement dans le sujet. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle souvent de certaines conditions qui ont amené à l'explosion de l'IA. Donc, ce qu'on a vu au début des années 2010, vraiment, l'attrait qu'il y a eu, les entreprises qui ont investi, puis ensuite le gouvernement qui a investi, c'était conséquent au fait qu'on a démontré des grandes capacités au niveau de l'IA, des grandes capacités au niveau de l'apprentissage machine, d'apprentissage profond en particulier. Puis on sait qu'ici à Montréal, il y a eu beaucoup de développement de l'apprentissage profond qui ont été majeurs à ce niveau-là. Et donc, un peu la source de pourquoi ça s'est fait à ce moment-ci. Pourquoi ça s'est fait en 2010, 2012, 2008, c'est vraiment le fait qu'on avait d'abord accès à de grands jeux de données. Donc, l'apprentissage machine se base beaucoup sur le fait d'avoir une bonne quantité de données qui capture bien un certain phénomène. Première condition. Deuxième condition, c'est le fait qu'on a eu accès à d'immenses capacités de calcul. Donc, avec la loi de Moore, avec les performances des ordinateurs qui doublent à tous les 18 mois. Donc, on semble-t-il qu'on a atteint un niveau, ça ne va pas aussi rapidement maintenant, mais quand même, ça a progressé grandement. Mais surtout le fait qu'on est en mesure d'exploiter des cartes GPU, des cartes graphiques, les cartes que les amateurs de jeux vidéo ont sur leur PC. Bien, ces mêmes cartes-là font du calcul très rapide et donc, on est en mesure d'exploiter ces cartes auxiliaires-là pour faire du traitement, puis ça donne une accélération de 50x en termes de temps de calcul. Puis aussi des nouveaux modèles qui étaient en mesure de traiter des jeux de données relativement complexes, de haute dimensionnalité, de grande taille. Donc ça, c'est trois conditions qui ont mené à l'émergence. Puis c'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est un truc très classique en termes de comprendre ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut voir en particulier, c'est que un des milestones, un des points marquants dans l'évolution, il y en a eu deux applications frappantes, une qui était plus en reconnaissance de la parole avec Microsoft, mais celle-ci, c'est vraiment marquant, c'est celle de l'Université de Toronto, l'équipe de Jeff Hinton, qui ont démontré l'application de réseau à convolution sur le jeu de données ImageNet. Le jeu de données ImageNet, c'est un jeu de données d'images, on veut reconnaître les objets dans des images, et c'est un jeu de 1,2 million de données. C'est quand même très gros. Puis c'était vraiment une compétition basée sur la performance de ce jeu de données-là. Puis ce qui est arrivé, c'est que l'équipe de Hinton ont fait ça. Ils ont pris le gros jeu de données. Ils ont utilisé des cartes graphiques. C'était pas les premiers, mais c'était parmi les premiers à utiliser des cartes graphiques. Ils ont fait l'apprentissage de modèles de réseau à convolution là-dessus, qui étaient à ce moment-là quand même, sans dire qu'ils étaient marginaux. En vision numérique, c'était pas très courant. Ils ont démontré des gains importants. Donc 2012, 2013, 2014, ils ont poussé les performances qui étaient avec les méthodes de vision numérique classique à 25 % d'erreurs dans les top 5 sur 1000 classes à 5 % d'erreurs. Fait qu'il y a eu vraiment des gains sur 3 ans incroyables. Et ça a vraiment été un des éléments qui a lancé vraiment la course au développement, à l'intégration de l'IA, de l'apprentissage profond. C'est à partir de ce moment-là, des compagnies comme Google ont vu vraiment que ça donnait quelque chose de très intéressant. Ils ont développé, ils ont investi grandement. Donc ça, je vous dirais, c'est vraiment un développement important, mais qui est plus au début de la décennie 2010. Puis là, ce qu'on a vu apparaître dans les 5 dernières années, c'est le développement de grands modèles de langue. On dit en anglais des Large Language Models. Donc, c'est des modèles de traitement de la langue naturelle, beaucoup en texte, qui ont émergé depuis 2016, 2017. En bonne partie, il y a des modèles, on appelle des modèles Transformer, qui ont été proposés, qui s'avèrent être très performants. Puis là, on parle entre autres des modèles qu'on appelle BERT, GPT-3. Donc, c'est deux modèles fréquents qui ont vraiment été très marquants, qui ont présenté encore là des gains incroyables au niveau de la capacité à traiter la langue naturelle. Puis ce qui caractérise ces modèles-là, c'est que c'est the bigger is better. On va vers le plus gros, donc plus de données, plus gros modèles, des trucs vraiment qui viennent gargantuesques. Ceci dit, c'est des modèles qui sont différents des modèles précédents. C'est des modèles avec ce qu'on dit avec quand même assez peu de biais a priori. C'est des modèles qui sont très malléables et donc qui ont besoin d'énormément de données pour apprendre quelque chose. Puis là, on a un exemple de T5 ici, qui est un modèle de traduction de texte à texte qui permet de répondre à différentes tâches selon la syntaxe utilisée. Donc, c'est tout des avancées qui ont marqué beaucoup qui marquent le domaine récemment. Un exemple de ça, c'est l'application GPT-3 sur l'idée de dire qu'il va nous générer automatiquement le texte pour un post dans un blog. Donc, on lui donne une idée, puis lui, il va nous fournir quelque chose qui va ressembler à ce qu'on veut. L'affaire, c'est que GPT-3 est entraîné sur à peu près tout ce qu'il y a comme texte sur le web.
Donc, ils ont vraiment pompé l'information sur le web. Ils ont entraîné des gros modèles avec ça. Puis ce modèle-là est capable, après ça, de reproduire du texte qui est relativement cohérent, mais qui est basé vraiment sur l'analyse de ce grand volume de données-là. Puis je vais dire un exemple qui est intéressant. Ça, c'est moi qui ai posé la question. C'est « What are the dangers of large language models ?» Puis là, il nous a parti sur un énoncé sur les considérations éthiques dans les modèles de langue naturelle. Puis je vous dirais, franchement, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte ici. Là. Il passe du coq à l'âne et c'est pas cohérent. Donc, ça a l'air d'être bien, mais en bout de ligne, c'est ce qu'on appelle des modèles qui sont quand même pas nécessairement sont pas intelligents. Ils sont en mesure de produire des choses qui ont l'air intéressants. Un autre exemple, ça, c'est une application qui avait quand même marqué aussi dernièrement le domaine, c'est ce qu'on appelle le GitHub Copilot. C'est un modèle basé encore sur GPT-3, mais cette fois-ci, c'est un modèle pour faire la programmation informatique automatiquement. Puis l'exemple ici, j'ai tiré ça sur le web, il a défini une fonction qui s'appelle tic-tac-toe, puis il est parti là-dessus, puis il nous a fourni directement le code pour implémenter un jeu de tic-tac-toe informatique. Wow, c'est extraordinaire, c'est remarquable. Mais on s'entend-tu que le jeu de tic-tac-toe, c'est un problème classique dans les devoirs pour les cours de programmation à l'université ou au collégial. Donc, probablement qu'il a vu un millier de versions différentes du jeu de tic-tac-toe, puis il était capable de nous vomir finalement, nous regurgiter à peu près ce qu'il avait compris des jeux de tic-tac-toe qu'il avait vus sur le web. Il n'est pas intelligent, il a juste une très bonne capacité à mémoriser, à synthétiser ces données-là. Un exemple aussi qui est tout récent, c'est avec DALL-E 2, qui est un modèle qui est encore basé sur GPT-3, mais dans une application bien spécifique. On lui donne une phrase, il nous produit une image imaginée. Donc, dans la thématique Time War, il semble que les astronautes ici sont quand même présents et mis de l'avant. Il y avait un exemple, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais qui était disponible sur le site de OpenAI. An astronaut playing basketball with cats in space as a children's book illustration. Bien, il a imaginé ça. Puis c'est quand même très réaliste, hein? C'est quand même intéressant. À prendre avec un grain de sel. Lorsqu'OpenAI nous fait des démos, c'est toujours extraordinaire, mais il y a disons, une bonne sélection qui est faite a priori. Ceci dit, c'est que DALL-E 2 est quand même impressionnant en termes de performance, de ce que ça peut donner. Au-delà de ça, cependant, il y a eu quand même des bonnes critiques. Je vous sors ici un article qui est à la source d'une controverse assez importante. C'est le congédiement de 2 chercheuses chez Google, des chercheuses qui étaient au niveau de l'éthique, là, Timnit Gebru et Margarita Mitchell. Donc, elles voulaient publier cet article-là, qui était un article qui était très critique sur ces grands modèles-là, qui disait finalement que c'était des perroquets stochastiques essentiellement, qui consommaient énormément de ressources. Je vais vous revenir sur les critiques de ces modèles-là, mais bref, c'est quand même une des critiques, il y a plusieurs critiques sur ces modèles-là, à l'effet que est-ce vraiment de l'intelligence, est-ce vraiment une bonne approche? Il y a un côté scientifique très intéressant, mais il y a un côté aussi à avoir une certaine réserve par rapport à ce genre de modèle-là, à mon avis. Parce que dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est un peu le message, je reviens un peu à ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de dire que les jeux de données en apprentissage automatique, c'est crucial. Si on n'a pas de données, on n'a pas d'IA. On ne peut pas faire de l'apprentissage machine. Ceci dit, ce qu'on voit comme tendance et ce qu'il y a comme avancée dans le milieu de la recherche, il y a une branche à ce niveau-là qui tend à aller vers des modèles plus gros et des plus gros jeux de données. Si on regarde la progression, donc il y a des jeux classiques comme MNIST qui datent des années 90, Cypher 10, Cypher 100, années 2010, 2010. C'est des jeux de petite taille, c'est très gérable. ImageNet, c'est un exemple avec 1 million d'images. MS Coco est un peu plus gros, 330 000 images. C'est gérable, c'est public. Mais on voit maintenant une tendance récente avec des immenses jeux, là, Google GFT 300M, donc c'est 300 millions d'images. Le jeu de données Instagram de Facebook, 1 milliard d'images avec des hashtags associés. Puis GPT-3 qui est entraîné sur essentiellement des centaines de millions de mots qui ont été extirpés du web. Donc, j'ai mis ça en rouge parce que je trouve qu'on est dans une zone un peu dangereuse. C'est peut-être et surtout, c'est des jeux de données privés. Donc, il n'y a rien d'ouvert à ce niveau-là. C'est Google, Facebook, OpenAI qui contrôlent ces jeux de données-là, qui contrôlent. Google et Facebook ont leurs propres données, on s'entend, et donc ils contrôlent beaucoup de choses. OpenAI a plus réussi à extirper cette information avec des ressources quand même incroyables. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains aspects conceptuels qui, moi, m'interpellent, si on peut dire. L'intelligence biologique, à mon avis, n'a pas besoin de millions d'instances. Hein? Un enfant ne va pas apprendre en lui présentant 1 million d'images différentes pour savoir ce que c'est un tigre ou un éléphant. Là, donc, il est capable d'apprendre avec quelques présentations. Donc, à mon avis, l'idée de faire appel à la puissance statistique des données, c'est intéressant,
mais ça me semble être d'intérêt. C'est un point intermédiaire dans le développement de la recherche. Moi, à mon avis, je pense qu'on doit tendre vers des modèles d'apprentissage qui sont capables, à un certain moment donné, d'apprendre avec relativement peu de données. On peut utiliser ces grands jeux de données-là, on apprend des choses, mais je ne pense pas que c'est la solution, c'est l'avenir de l'IA. L'avenir de l'IA ne devrait pas se baser là-dessus. Ce n'est pas, d'après moi, la meilleure chose à faire. Je pense qu'il faut penser à avoir des modèles qui apprennent plutôt de façon générale, qui apprennent un sens commun. Donc ça, je pense, des notions générales, des notions communes, c'est là qu'il y a quelque chose à aller chercher. Puis, donc, il y a moyen de faire mieux que ça. Il y a moyen de lui donner une masse de données brutes. On sait à l'apprentissage, si on regarde l'apprentissage biologique, l'apprentissage chez les humains, les enfants, ils apprennent avec l'aide des adultes. On leur montre, on choisit ce qu'on leur présente, on les amène à avoir un apprentissage qui est quand même très guidé dans le choix de ce qu'on lui présente. GPT-3, c'est entraîné sur les données du web et OpenAI ne veut pas le publier parce que semble-t-il que si on rentre certaines questions, certaines tâches qui peuvent avoir une tournure qui est considérée comme étant discriminative, raciste et violente même, il est très capable de nous sortir des textes qui sont inacceptables parce qu'il a tout simplement appris sur l'ensemble des données du web et on sait qu'il y a de tout là-dessus. Donc, il n'y a pas de curation par rapport aux données qui est faite. Fait que moi, je pense qu'il faut aller plus conceptuellement vers d'autres genres de modèles. Il y a aussi des aspects économiques qui sont importants parce que, dans le fond, les grands joueurs qui font ce genre de modèles-là, des modèles avec des grandes quantités de données, c'est souvent les géants du web, essentiellement les géants du web. Fait que moi, je dis que ce genre de modèle-là, dans le fond, c'est un sous-produit du capitalisme de surveillance, d'une certaine façon. Je pense que c'est vraiment, il y a un enjeu à ce niveau-là. Puis si on pense qu'au développement économique du Québec, on a quelques grandes centres de recherche associés aux grandes entreprises américaines ici. C'est bien, ça apporte quelque chose de très intéressant. Mais nos PME, nos moyennes entreprises, elles n'ont pas un jeu de données d'1 milliard d'images étiquetées, là. Ils n'ont pas accès à ça. Et donc, on peut penser développer des approches où là, l'IA va être appliquée dans des contextes où on a des jeux de données beaucoup plus petits, où on a pas nécessairement le même genre de considération. Ce n'est pas nécessairement facile de générer des très grands jeux de données. Donc, d'être capable d'apprendre avec des jeux de données plus petits, je pense que ça peut avoir un impact intéressant. Ceci dit, ce qu'on appelle les modèles fondations, les grands modèles de langage et autres, c'est des modèles de base, ne sont pas universels. On peut penser les adapter. Il y a quoi de faire avec ces modèles-là pour les adapter à des tâches précises, mais dans certaines circonstances, je pense que ça va être très limité, ça reste à voir. Par exemple, en imagerie médicale, les images naturelles, pour reconnaître des objets, c'est une chose. Traiter des images de radio X et autres, c'est autre chose. Puis je ne pense pas qu'on va être capable d'exploiter les modèles fondations entraînés sur les images naturelles dans ce contexte-ci. Du moins, ce n'est pas si évident que ça. Puis un troisième élément qui est quand même non négligeable, c'est les aspects environnementaux. C'est des modèles tellement gros, mais en même temps, c'est inquiétant de voir la quantité d'énergie qui sont nécessaires au niveau des centres de calcul pour entraîner ces modèles-là et les déployer. BERT, qui est un modèle quand même qui était gros au moment qu'il a été lancé, donc 110 milliards de paramètres, 110 millions de paramètres, excusez-moi. Bien, semble-t-il que maintenant, dans nos requêtes sur Google, chaque requête qu'on fait sont traitées dans BERT. Donc, on peut penser que ça génère quand même, au final, une consommation énergétique non négligeable. De toutes nos recherches sur Google, on les traite dans un grand modèle de langage comme ça. C'est quand même peut être assez coûteux. GPT-3, on parle de 175 milliards de paramètres. Puis d'ailleurs, Facebook a sorti, Meta AI a sorti quelque chose il y a 2 jours qui est vraiment intéressant. C'est une version ouverte de GPT-3 pour l'étudier. Mais c'est quand même des ressources assez considérables, surtout si on les déploie dans un contexte où il y a une masse de requêtes qui vont être traitées par ce genre de système-là, c'est à y penser plusieurs fois. En fait, on dit que, si on regarde ça en général, pas seulement pour l'IA, mais de façon globale, l'info nuagique, il y a environ 1 à 2 des ressources énergétiques actuellement qui y sont consacrées. Puis selon Bloomberg, on prévoit que d'ici 2030, il y aura 8 de l'énergie mondiale qui vont être consacrée à l'info nuagique. 8 de l'énergie mondiale, là, on tient compte de tout le reste aussi au travers. C'est incroyable. Là. C'est une grande quantité dans un contexte de développement durable, un contexte où on sent qu'il y a un réchauffement planétaire. On va ajouter ça à nos besoins actuels. Fait que ce qu'on va gagner d'un côté, on va le dépenser de l'autre. Ça me semble problématique. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait apprendre des modèles avec peu de données? Puis idéalement, des modèles également qui ne sont pas trop gros. Ça va de pair, généralement, la taille des modèles va avec les jeux de données qu'on a. Donc, l'idée qui m'intéresse, c'est des questions un peu que je pose en général, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait adapter ces modèles-là dans un contexte de jeux de données plus restreint? Est-ce qu'on pourrait
distiller à une version plus légère des modèles, par exemple. Oui, c'est possible, c'est intéressant, il y a des gens qui s'y attardent, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et l'idée, c'est peut-être de pouvoir découvrir des principes présents dans les modèles obèses, dans les grands modèles, et de les appliquer pour développer des modèles plus légers, basés sur moins de données. On peut aussi partager de la connaissance, dire que dans le fond, on développe souvent des modèles très spécifiques pour des niches, parce qu'on peut penser, c'est d'apprendre des modèles multitâches, entraînés sur plusieurs jeux de données. Là, je pense qu'il y a quelque chose à gagner. Puis on peut faire, on pourrait dire, faire une meilleure exploitation des étiquettes qu'on a dans nos données. D'avoir une grande quantité de données, hein, on peut poser une caméra sur un coin de rue, on va en avoir des vidéos pendant des heures et des heures, c'est facile. Mais d'avoir des données où on a étiqueté, on a identifié ce qu'il y a de présent dans ces images-là, dans ces vidéos-là, c'est autrement plus complexe. Et donc, puis le fait que ça soit complexe, ça coûte cher en temps, ça coûte cher en argent. Est-ce qu'on pourrait peut-être exploiter tout ce qu'on a comme annotation mieux? Je pense qu'il y a quelque chose à faire là aussi. Puis tout ça, bien, je fais dans le contexte, là, je reviens un peu à ce qu'on fait un peu dans mon équipe. On s'intéresse beaucoup, puis ça, c'est un créneau aussi à mon institut, l'Institut Intelligence et Données, d'appliquer l'apprentissage automatique, l'IA, dans le contexte de données du monde réel. On peut penser à un contexte de vision par ordinateur, un contexte de robotique. Donc, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut gérer les contraintes de la réalité physique. Un point à noter, c'est qu'un robot qui se promène dans une pièce, dans un environnement, bien, il ne va pas avoir des millions d'instances, des millions de situations différentes. Hein. Il va apprendre avec le temps est ce qu'il est, le monde physique est ce qu'il est. On a quand même un accès limité, si on peut dire, à cet ensemble de données-là. Donc, d'être capable d'apprendre avec des interactions limitées face à son environnement, face possiblement à des humains qui vont guider l'apprentissage en étiquetant les données, bien ça, c'est une contrainte du monde réel qu'il faut être capable de dealer avec. Puis, je me dis souvent de faire des systèmes. Moi, je ne crois pas au système d'IA pleinement autonome, du moins au sens général. On peut arriver dans des circonstances où il y a une bonne autonomie, mais je pense que l'impact, du moins à court, moyen terme de l'IA, va être en termes d'assistance. On va assister les gens, on va assister les personnes. Et donc, on a un humain dans la boucle. Et donc, il faut être capable d'intégrer l'humain dans le système, d'avoir du feedback de l'humain et de s'assurer en soi que le fonctionnement du système correspond à ce que l'humain veut faire. Donc l'idée, c'est de l'intégrer, c'est de s'assurer que, dans le fond, on répond bien à la charge, à la capacité de l'humain à répondre. On a une capacité de réponse qui est quand même limitée. Si on nous demande d'étiqueter une dizaine d'images, ça va. Si on demande un feedback constant pendant des journées entières, c'est ingérable. Les humains ne peuvent pas gérer ça. Du moins, ils ne voudront pas utiliser ce genre de système-là. Donc, il faut être capable d'apprendre en déterminant quand on va interroger l'humain. Donc, des notions un peu plus techniques de qu'est-ce qu'on fait pour ça. On a des notions d'apprentissage qu'on dit multitâche. Donc, on va dire, on va faire des modèles qui sont appris pas seulement pour faire une chose, mais qui peuvent faire plusieurs choses. Soit que les entrées, c'est la même genre d'entrée, mais en bout de ligne, on fait des traitements différents. Soit qu'on a plusieurs entrées un peu différentes qui se ressemblent, comme ici, on a des exemples d'images avec des caractères de chiffres. Donc, MNIST, c'est un cas, USPS, c'est un autre exemple, puis SVHN, c'est carrément des photos Google Street View des numéros civiques de maison qui ont été traités par Google. C'est des chiffres tout de même, mais complètement différents. On dit, est-ce qu'on peut entraîner un réseau là-dessus à reconnaître les chiffres? Puis ça, c'est un cas d'exemple qui est souvent utilisé. Là, j'ai déjà utilisé ça avec mes étudiants. Et ça permet d'apprendre des meilleurs modèles. Dans le fond, d'apprendre sur ces trois modèles-là nous amène des meilleures performances que si on avait appris sur un seul cas des trois. On partage, donc on amène à avoir des modèles qui généralisent mieux. Un deuxième exemple, c'est l'apprentissage few-shot. C'est dur à traduire few-shot en français, avec peu d'exemples, avec quelques cas. Donc, le but ici, c'est ce qu'on appelle un méta-apprentissage. On apprend à apprendre. Donc, on développe un modèle qui est entraîné sur une variété. C'est un contexte où on simule finalement le fait qu'on présente que quelques exemples d'une certaine classe, par exemple, à classer. Puis, on va entraîner notre modèle pour qu'il soit rapidement bon. On dit avec 5 exemples, le modèle est capable de reconnaître, de différencier des chiens, de chats, de loups, je ne sais pas quoi. Là. Ça va être dur entre les chiens et des loups à différencier, mais enfin, on peut faire ça. Et donc, l'idée, c'est que le système a appris à apprendre et ensuite, il peut fonctionner dans un contexte de données qu'il n'avait jamais vu. Aussi, des questions d'apprendre avec des jeux de données, peu de données étiquetées. Donc ça, c'est un projet qu'on a avec un de mes étudiants qui est récent, qui vise à prendre les grands modèles, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, on voit entre autres des modèles comme plus en vision numérique, on appelle les modèles VIT, là, Vision Transformer. Donc, c'est des modèles qui ont été entraînés sur des centaines de millions
de données avec des centaines de millions d'instances. Donc, ça prend les jeux de Google et Facebook pour faire ça. Bien, ça a été proposé dans ce contexte-là. Ça performe très bien. Puis là, on a une tendance vers des modèles de plus en plus petits, entraînés avec de moins en moins de données. Puis nous, actuellement, on regarde pour développer des modèles vraiment dans le contexte où on aurait des dizaines de milliers d'images, des dizaines de milliers d'étiquettes, ou idéalement moins d'étiquettes que d'images, puis essayer de faire en sorte que ces modèles-là fonctionnent. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est une niche à développer. Puis pour faire aussi terminer rapidement la petite parenthèse, pas philosophique, ça serait exagéré, disons, réflexion. J'ai aussi un background dans mon passé, dans mes recherches antérieures, où je m'intéressais à des algorithmes évolutionnaires. J'en fais encore. Des algorithmes évolutionnaires, pour faire bref, on simule l'évolution naturelle selon les principes de Darwin sur des ordinateurs. On fait des populations d'individus, on garde les plus forts, on élimine les plus faibles, et ça donne quelque chose en bout de ligne. Bien, il y a une relation très intéressante entre l'évolution et l'apprentissage. Puis si on regarde, nous, on est le résultat de ça. Hein. On a comme humain l'espèce humaine a des centaines de milliers d'années, 1 million d'années d'évolution. La vie biologique sur la Terre a des milliards d'années. Mais dans cette évolution-là, on voit entre autres au niveau de l'humain ou des mammifères avec une capacité plus grande, il y a quand même des aspects innés, il y a quand même des façons d'apprendre qui découlent de l'évolution. Je pense qu'on a développé des capacités d'apprentissage. Puis ça a été quand même bien formalisé au niveau de l'effet Baldwin, à l'effet que il y a comme le fait d'avoir une capacité d'adaptation comme être vivant intelligent a un certain coût. Hein. On peut s'adapter à des nouvelles situations, mais ça coûte quelque chose en termes d'énergie. Donc, ça nous demande quelque chose d'apprendre. Et lorsque ça devient inné, ça ne nous coûte rien. C'est intégré dans notre génome. Puis c'est un phénomène, là, je tourne les coins ronds parce que je rush un petit peu pour finir ma présentation. Mais bref, il y a une relation très intéressante. Puis moi, quelque chose que j'ai envie de regarder prochainement, c'est d'étudier ça, d'essayer de simuler l'évolution naturelle avec des réseaux de neurones artificiels, d'être capable d'améliorer les capacités d'apprentissage des réseaux de neurones artificiels en faisant une évolution de modèles d'apprentissage. Donc, ça fait un peu le lien avec la bio. Et notre fonctionnement. Et donc, en conclusion, je pense que les modèles fondations, les grands modèles de langage et autres nous offrent vraiment des capacités très intéressantes, mais comportent des enjeux conceptuels, environnementaux, économiques. Je pense qu'il faut regarder pour apprendre sur autre chose que des immenses jeux de données. On le fait dans la communauté, mais quand même, il y a une frange qui regarde beaucoup les grands modèles avec les très grands jeux de données. Moi, je pense que il y a un équilibre, il y a de quoi apprendre, mais ultimement, ça ne devrait pas être l'approche à suivre pour les applications de la vie réelle. Puis, il y a différentes approches pour faire cet apprentissage. Et voilà, je vous remercie. Ça, c'est tous mes étudiants qui travaillent dans mon équipe sur ces questions-là et plus. Oui, déjà d'entrée de jeu, merci beaucoup, M. Gagné. C'est très intéressant comme truc. Moi, je vois beaucoup dans votre sens. Je crois beaucoup au smart data plutôt qu'au big data. Dans le fond, on va faire une nuage rapide. Moi, j'ai mon enfant de 12 ans. J'ai autant de plaisir à jaser avec mon enfant de 12 ans qui a un langage limité que quelqu'un qui a 35 ans. Donc, c'est juste un petit peu ouvrir cette parenthèse-là. Ma question, c'est de savoir, au niveau de la R&D aujourd'hui mondiale, l'utilisation du smart data plutôt que le big data, on est rendu où? Vous avez mentionné quelques petites choses, mais c'est quoi les avancées? Qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? Parce que moi, j'y crois beaucoup plus au smart data qu'au big data, personnellement. Bien, ça dépend aussi. Je pense que la recherche, si on regarde dans le milieu industriel, par exemple, bien, tu as les grands joueurs qui ont des grandes équipes de recherche avec des chercheurs qui sont vraiment des chercheurs dans le domaine, mais l'aspect très grand jeu de données est quand même présent. Puis je vous dirais même que on sent qu'à l'interne, il y a des tiraillements. Il y en a qui sont pour, il y en a qui trouvent que peut-être ce n'est pas l'idéal. Mais bref, il y a quand même beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. Mais je dirais ailleurs, les entreprises qui ne sont pas tous à la fine pointe avec une grande équipe de R&D spécialisée, c'est rare qu'on peut se payer le prix d'avoir des très gros jeux de données. Fait que par la force des choses, les gens travaillent plus dans un contexte avec des plus petits jeux de données. Donc, ils tendent à appliquer peut-être certaines idées qui ont été développées dans d'autres contextes, puis de les faire fonctionner avec moins de données. Puis souvent, ils font faire face à des embûches ou ils vont utiliser des modèles moins performants, mais qui correspondent mieux à leurs contraintes opérationnelles. Ça, c'est pratique. Dans le milieu de la recherche, c'est un peu similaire. Puis je dirais même une réflexion des gens nous ont dit, dans le fond, on pourrait dire... Même au niveau académique, c'est problématique, dans le sens que nous, on n'a pas accès aux ressources de Google. On n'a pas nécessairement les gros jeux de Google aussi. Fait que, est-ce qu'on est condamné à arrêter de faire de la recherche dans ce niveau-là? Non.
on va continuer, mais on ne fait pas la même chose. On ne peut pas penser obtenir le même résultat étant donné le fait qu'on n'a pas les mêmes ressources données, les mêmes ressources calcul que ces grandes entreprises-là. Mais je pense qu'il y a... Au niveau peut-être appliqué, c'est sûr que l'appliquer est toujours un peu en arrière par rapport aux méthodes. Donc, ça se présente, mais pas tant que ça. Les gens qui veulent vraiment être à la fine pointe dans le développement des méthodes, il y a quand même un intérêt pour ça. Là. Je dirais que c'est pas délaissé, c'est juste qu'il y a plusieurs qui disent « Regardez ce qui se passe, c'est tellement incroyable qu'on devrait tous arrêter et se mettre au gros modèle. » Je pense que c'est ça un peu qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut le voir. Là. Puis moi, je dis que non, il ne faut pas le faire. Je suis l'apôtre de dire qu'il y a plein de choses à faire sans aller dans cette région. Donc, la première question est liée à la méthode que vous avez introduite, c'est meta-learning. Donc, est-ce que c'est vraiment la méthode d'entraîner les réseaux de neurones sur le peu de données ou c'est juste vraiment des méthodes qui... Est-ce que ça a vraiment évité d'augmenter l'impact qui vous avez mentionné sur l'environnement et les trucs comme ça? Parce qu'en tout cas, la base des modèles est ces modèles qui consommaient beaucoup de choses, qui consommaient beaucoup d'énergie, qui consommaient beaucoup de... Le meta-learning, c'est vrai que c'est souvent entraîné sur des plutôt assez gros jeux de données comme ImageNet. Donc, c'est quand même... c'est plus que c'est des modèles qui ont dit, bon, on va payer un certain coût à l'entraînement, mais une fois qu'on va le déployer, ça va fonctionner avec beaucoup moins de données. On va être capable d'apprendre avec quelques instances. Mais je suis d'accord, effectivement, que en bout de ligne, ce que ça fait comme travail, c'est pas vraiment apprendre avec peu de données, c'est plutôt apprendre des modèles qui pourront être utilisés avec peu de données ensuite, mais qui requièrent quand même des assez bons jeux de données, a priori, pour être créés. Parce qu'on apprend à apprendre, donc on simule des petits jeux de données, mais on en simule une très grande quantité à partir d'un gros jeu de données. Avez-vous d'autres questions? Pardon, je vais utiliser mon possibilité. Et la deuxième question, je ne sais pas si je l'ai loupé ou pas, vous n'avez pas mentionné les méthodes d'augmentation, les approches d'augmentation pour améliorer les jeux de données. Bien, ça, je pense que c'est d'autant plus intéressant parce que les méthodes d'augmentation, pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers, c'est l'idée qu'à partir de vraies données, on produit plein de variantes par des méthodes algorithmiques. Fait que donc, avec une image, on va en produire 5, on va en produire 10 qui sont des variations, on va les tourner, on va les modifier. Fait que ça, effectivement, avec moins qu'on a de données, plus que les méthodes d'augmentation s'avèrent intéressantes parce que là, effectivement, on va multiplier la capacité, l'effet de nos données en ayant 10 variantes d'une même image, ce qui va être intéressant, qui va améliorer l'apprentissage, en effet. Donc ça fait partie des trucs qu'on fait couramment en apprentissage machine, effectivement. Mais il y a quelque chose à faire, mais je pense qu'effectivement, c'est une des pistes à explorer pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne avec relativement peu de données. Merci. J'ai une question. Peut-on dissocier l'apprentissage, le méta-apprentissage de l'apprentissage par transfert? Ça se rejoint, ces deux notions-là. L'apprentissage par transfert et le méta-apprentissage, ça a des notions similaires. C'est un peu technique, là, mais pour faire bref, dans le fond, le méta-apprentissage, c'est comme si on faisait du transfert à très grande échelle. C'est comme si on disait qu'on apprend à transférer, puis on va... Parce que le transfert, essentiellement, c'est de dire, voici, j'ai appris quelque chose sur une tâche, sur quelques tâches, et j'ai des tâches supplémentaires qui arrivent, et je vais être bon sur celle-ci, ou je veux avoir tout simplement un modèle qui est bon sur toutes mes tâches de base. Mais le méta-apprentissage, c'est comme si on faisait ça en disant qu'on est constamment en train de présenter des nouvelles tâches qu'on va entraîner, qu'on va spécialiser, puis après ça, on va être bon sur d'autres tâches qu'on n'a pas vues. Et pour finir, vu que dans le méta-apprentissage, on fait des multitâches, comment mesure-t-on le biais cognitif? Le biais cognitif, il faudrait définir précisément ce que vous entendez par ça. Là. Je ne suis pas sûr de voir le fait d'apprendre sur les modèles, en fait. Parce qu'on apprend sur d'autres modèles. Oui. Le fait de prendre un modèle, de l'apprendre pour l'incorporer à un autre modèle, on peut prendre des biais qui sont du modèle qui était appris vers le modèle transféré. Pas tout à fait certain de comprendre, mais je peux peut-être donner une certaine réponse. On va voir si ça rejoint ce que vous voulez dire. C'est que, dans le fond, ce qu'on tend à apprendre en méta-apprentissage, c'est d'apprendre des modèles qui sont capables de s'adapter rapidement. C'est beaucoup ça. C'est d'apprendre une structure, une façon de faire qui s'adapte avec très peu de données. Et donc, implicitement, ce qu'on vise à faire, oui, c'est d'apprendre le biais ou la façon de modifier le modèle qui va fonctionner bien avec très peu d'images, par exemple. Ensuite, très peu d'images jamais vues.
pour des classes qu'on n'a jamais vues. Je ne sais pas si vous comprenez. On apprend finalement une espèce... Il y a des méthodes, entre autres, une des méthodes vise justement à faire ça, à apprendre un modèle de base général qui va être spécialisable très rapidement avec très peu de données. Ça fait que notre modèle est comme a une plasticité qui correspond bien à ce qu'on veut faire. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des pistes à avoir au niveau de l'enseignement aussi? Parce que j'ai l'impression que dans les cursus d'enseignement, le deep learning est un peu en haut de la pyramide, puis tout le machine learning en dessous, alors que probablement la plupart des étudiants vont faire du machine learning, des SVM ou de la régression logistique qui va super bien fonctionner. J'ai l'impression que dans l'enseignement et dans la vision qu'on a de l'apprentissage machine, on a comme en haut vraiment ce deep learning, puis tout ce qui est en dessous est superficiel. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans les cursus d'enseignement en général pour changer un peu cette vision des choses? C'est une très bonne remarque. Moi, je suis plus... dans ma recherche, je fais du deep learning, mais dans mon enseignement, j'enseigne l'apprentissage machine de façon plus large. Je dirais que c'est des biais d'intérêt directement. Puis je pense que c'est quand même, de façon pratico-pratique, les gens qui s'intéressent à ces notions-là vont trouver une plus grande applicabilité dans l'apprentissage machine. C'est des méthodes un peu plus établies, un peu plus anciennes, qui couvrent un plus vaste ensemble de sujets. L'apprentissage profond est très bon pour certaines circonstances, comme le traité de l'image brute, traité du texte déstructuré, pas nécessairement organisé. Là, l'apprentissage profond est très intéressant. Les deux ont leur place. C'est sûr que tout le monde veut faire du deep learning parce que c'est le truc chaud de l'heure, là, mais en termes d'intérêt pratique, quelqu'un qui fait qui veut intégrer de l'IA dans une entreprise devrait d'abord regarder l'apprentissage machine parce que c'est beaucoup plus vaste et ça gère des situations plus variées, je dirais, que l'apprentissage profond, qui, de mon point de vue, est un sous-ensemble de l'apprentissage machine. On a écouté avec vous une bonne présentation de Christian Gagnier sur apprentissage sur le peu de données. La question qu'on adresse comme la partie de Academia, de petits startups, est-ce qu'on peut avoir les bonnes performances des modèles avec le petit jeu des données? Et il y a quelques développements dans ce côté, comme était mentionné par Christian. Par exemple, essayer d'utiliser l'apprentissage accompagné par les gens dans le peu de données. J'imagine que c'est les modifications de l'apprentissage en ligne qui maintenant existent dans beaucoup de choses, mais plus personnelles. C'est transfert d'apprentissage, comme les méthodes de meta-learning. Et aussi, c'est l'apprentissage basé sur la méthode évolutionnaire, comme vous proposez. Et j'espère d'écouter votre résultat, plutôt de rencontrer les résultats bientôt. C'est très intéressant pour moi. Pour finir, je vais utiliser ma possibilité, mon opportunité de présenter mon autre expérience avec apprentissage de peu de données. Pour ma thèse, je devrais développer le système de segmentation de vidéos de croissance de nanotubes. Donc, c'est la physique, désolé. Et c'était la peine parce que je suis moi-même, juste seul, avec beaucoup de vidéos et avec le tâche de segmentation qui prend beaucoup de données. En fait, j'avais utilisé le transfer learning et aussi augmentation des données pour avoir petit jeu de données, mais augmenter ça pour avoir quelques résultats. Et les résultats étaient très bons, en fait. J'étais étonné. Donc, merci encore une fois. C'était un vrai plaisir d'écouter votre présentation. Et merci à vous pour votre attention. Et on va passer pour la prochaine présentation.